Hi, everybody, and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease, and illness that are all shaped by our socio-cultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different socio-cultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in our Western secular environment. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de BMS. Ce soir, ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'il n'y aura pas un, mais deux invités et deux Américains. Alors, il y en a un que vous connaissez déjà qui est Ronald Ellis, ostéopathe qui travaille avec nous en tant que formateur, et un invité exceptionnel en direct des États-Unis avec nous qui est le docteur Lewis Mel Madrona. Et je vais le laisser se présenter tout de suite parce que il a vraiment beaucoup de casquettes, beaucoup de fonctions, beaucoup d'approches différentes et je vais le laisser se présenter, ça sera peut-être plus simple. Bonjour Lewis et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour m'avoir. Et effectivement, merci également à Lewis qui nous fait l'honneur de parler en français. Parce que l'idée de ce podcast, c'est de parler de la culture amérindienne, des soins intégratifs, de la médecine narrative, de la médecine psychiatrique également, donc des domaines d'expertise de Lewis, mais de parler de tout ça à un public européen qui ne connaît pas forcément la culture amérindienne, donc un public européen francophone. Donc merci également de faire de faire cet échange avec Ronald et moi en français. Donc, Merci. tu es médecin? Oui, oui, D'accord, psychiatrie et aussi, je pratique la médecine générale aussi. d'accord. Et donc, donc de quelle partie des États-Unis tu es originaire? Je suis né en Kentucky D'accord, et dans une communauté de Cherokee, les gens autochtones de Cherokee. Euh, d'accord, Ma mère et le, le côté maternel était Cherokee. Et donc, mon origine est autochtone et je suis été endoctriné dans le principe de médecine autochtone parce que j'ai l'asthme et ma grand-mère me traitait avec les herbes et les autres choses comme ça. Et je ne connais pas la médecine conventionnelle jusqu'à j'ai commencé l'école de médecine et quand j'ai commencé mon cours, j'ai cherché le cours sur la guérison et j'ai découvert qu'il n'y a pas une course sur la guérison. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as voulu soigner en fait ta communauté et pourquoi tu t'es dirigé vers la médecine des Occidentaux, le modèle médical, plus que la partie plus traditionnelle, de médecine traditionnelle de ta communauté? Est-ce il y a eu des événements qui se sont passés, des choses, des réflexions personnelles? Um, dans, dans la langue, dans une langue autochtone de Mi'kmaq, on dit Etowapiamunk. Et la traduction est voir avec les deux yeux. Et j'aime la biologie dans l'école, dans dans l'université, et aussi j'aime la spiritualité. Et j'ai le trouble de décider entre la théologie et la médecine. Et, oui, Mhm. et je pense que je peux avoir le Dieu avec la médecine autochtone
et la médecine conventionnelle. Et c'était une surprise pour moi que les deux sont tels séparés. J'ai pensé, quand j'ai commencé l'école de médecine, que mais ce ne serait pas difficile de unifier les deux, mais c'est très difficile. Le, la médecine conventionnelle n'aime pas regarder la médecine autochtone avec respect. Il pense que la médecine autochtone est primitive et superstitieuse et il manque les valeurs. Et donc, j'ai vivais dans les deux mondes, le monde autochtone et le monde moderne, je suppose, le monde biomédical. Et j'ai toujours essayé de combiner les deux, mais ce n'est pas facile. Et je pense que ce projet dans lequel nous sommes engagés avec l'ostéopathie, l'histoire d'ostéopathie est un exemple d'une convergence de médecine conventionnelle et de médecine autochtone. Parce que j'ai appris les méthodes de Cherokee pour la médecine manuelle, et d'une façon traditionnelle. J'ai offert les anciens le tabac et posé la question, est-ce que vous pourriez me enseigner? Et après, plus cadeau, plus que le tabac, il m'accepte. Et je suis un apprenti, c'est un mot français, Apprenti. apprenti, oui, avec lui. Et dans cette époque de ma vie, je n'ai écouté jamais d'ostéopathie. Il existe même, n'importe quoi à moi, je pense, parce que je suis une MD aux États-Unis, une médecine conventionnelle. Et quand j'étais dans l'école de médecine, l'ostéopathie n'est pas le respect qu'elle a aujourd'hui. Et une fois, j'ai en train d'enseigner une cours sur la technique de Cherokee. Et il y a un ostéopathe dans l'audience. Et il me demandait, où vous avez enseigné l'ostéopathie? Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ostéopathie? Et elle me dit, les choses que vous faisiez, c'est ostéopathie. Et j'ai dit, non, c'est la méthode de Cherokee, pas ostéopathie. Alors peut-être pour préciser pour notre audience qui ne connaît pas forcément les cultures indigènes, donc nous au Pérou aussi, il y a ce qu'on appelle, ce sont les plantes qui enseignent. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que tu as parlé de tabac, de demander au tabac, et donc juste peut-être pour clarifier pour notre audience, c'est c'est pas du tout le même apprentissage qui se fait comme dans les écoles, les universités en Europe, en fait. C'est la plante qui enseigne, c'est un chemin d'apprentissage avec certaines plantes qui nous mettent dans des états modifiés de conscience et on a accès à un champ d'information euh, qui sont là depuis toujours et on reçoit certains types d'informations ou on perçoit certains types d'informations, des choses qui sont ici et avec
les neurosciences des perceptions, on a commencé à travailler avec certains neuroscientifiques et maintenant il y a de la science occidentale aussi pour commencer à expliquer ce que font les on les appelle ça les peuples premiers en France. Et donc pour en revenir à, aux techniques manuelles Cherokee, donc tu as rencontré des ostéopathes qui t'ont dit que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on faisait, nous, en ostéopathie. Oui, oui. Et nous avons commencé la discussion sur l'histoire d'ostéopathie et nous avons découvert que um, Still um, a habité avec le Pawnee, Shawnee, Cherokee et le Potawatomi en Missouri et Kansas. Et nous avons commencé à penser que peut-être Still a appris quelque chose de Cherokee et la tribu comme ça. Mais je dois dire aussi que j'ai oublié de mentionner que le tabac est les herbes les plus sacrées dans l'Amérique du Nord. Et c'est représente l'os de ta mère originale. La première mère, OK. elle est morte et ses os est placé dans la terre. Et après 6 mois, le tabac apparaît. OK. Ah, Et c'est la raison pour laquelle le tabac est les herbes les plus sacrées parce qu'il représente l'os de notre première mère, la première femme. Et quand on va consulter une ancienne, toujours on offre le tabac. Et quelquefois la monnaie avec le tabac, mais toujours le tabac. Donc, c'est pour ça que j'en ai là avec moi, évidemment, hein, toujours sur moi également, que pour cet échange, évidemment. Alors, tu es un peu loin pour que je te l'offre directement, mais il était là, voilà, dans Ah, l'esprit également. Ouais. Et au Pérou, c'est une plante sacrée aussi. Ça représente le père, la partie masculine, et l'ayahuasca, c'est la partie féminine, donc le grand-père et la grand-mère. Voilà. Et donc, je dirais, il y a, pour des personnes, en fait, qui nous écouteraient, qui diraient, euh, oui, il y a les Cherokees manipulaient, mais les Égyptiens manipulaient dans toutes les cultures, il y avait des manipulations. Et je dirais que la partie strictement physique des manipulations, je pense que là, toutes les civilisations l'ont eu. Euh, Ce que je connais pas, par contre, c'est quelle est la dimension autre que physique ou non physique qui est mise en jeu dans les soins avec des Cherokees, parce que ma compréhension des débuts de l'ostéopathie, c'était que c'était, voilà, c'est encore comment on dit, whole person healthcare, les soins intégratifs, et c'est justement ce body, mind, spirit, et donc on manipule effectivement la physique, mais il y a peut-être autre chose que je ne connais pas chez les Cherokees. oui, exactement. Parce que les séances de traitement toujours commençaient avec la prière OK, et, et aussi on brûle la sauge OK, pour purifier l'espace et euh, dispeller l'esprit mauvais. Euh, et c'est toujours le cas qu'il y a le processus narratif euh, OK. pendant le travail parce que euh, le, les anciens connaissent bien les gens avec lesquels ils travaillaient, ils travaillent. Euh, et il connaît le problème dans la famille, le problème avec l'alcool, le problème avec la drogue, le malade de cœur. Il connaît toutes les choses parce qu'il n'y a pas le
il n'y a pas quelque chose de privé dans la communauté autochtone. On peut prétendre, hein, mais c'est une illusion. Tout le monde sait toutes les choses. Et quand il touche le cœur, il parle avec les gens sur la vie. Et il raconte l'histoire traditionnelle, peut-être, avec le lapin et le tortoise et le coyote, et les choses comme ça, où il, euh, il raconte l'histoire d'une autre cliente qui résout un problème dans une façon dans laquelle il veut avoir la cliente essayer. C'est la méthode de Milton Erickson, je pense, le grand hypnotiste. Et quelquefois, je demande, je posais la question à les anciens, c'est vrai? Et quelquefois, il dit, non, j'ai construit une histoire pour les clientes pour ignorer la transformation. Et je crois que tu as écrit plusieurs livres et articles sur justement la médecine narrative. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce que c'est donc là, sur ce que c'est, donc je le comprends dans la communauté, des communautés autochtones, mais est-ce que tu l'utilises là, par exemple, je sais que tu es à l'hôpital en ce moment, tu l'utilises aussi sur des patients qui n'ont pas cette culture autochtone? Est-ce que ça leur parle aussi à eux? C'est difficile d'utiliser dans l'hôpital, mais Ouais. quelquefois c'est possible parce que euh, il y a une jeune femme qui a prendre un surdosage de médicaments après le conflit avec le petit ami. Et je raconte l'histoire d'une musicale que j'ai vue le, la fin de semaine dernière en New York City. Il s'appelle Juliette et, et il est une euh, réformation de Roméo et Juliette dans laquelle la femme de Will Shakespeare vient à la théâtre et demande que la fin de l'histoire change. Parce Ah, que une femme moderne ne prendre sa vie sur un jeune homme qu'elle a connu pour seulement 4 jours. Et, ok. et je raconte cette histoire à la jeune femme dans mon bureau. Et, Hmm. et il me dit, ah, je comprends. Dois-je dire quelque chose plus? Et elle me dit, non, je comprends. Pas suicide sur un conflit avec une petite amie. Hmm. Donc, Oui, le, pour en revenir à, à, à l'ostéopathie, au début de l'ostéopathie, donc la première école fondée par Steele, c'est 1892, avec donc les interactions, alors évidemment avec des peuples autochtones, mais il y a eu d'autres interactions avec d'autres choses qui sont déjà connues. La seule chose qui n'était pas connue, c'était cette interaction-là avec les autochtones parce que c'est une tradition orale, de ce que j'ai compris, et il y a très peu de choses écrites, tangibles. Et un point important, c'est que voilà, en 1910, il y a eu le rapport Flexner sur l'enseignement de la médecine aux États-Unis. Et à partir de là, on a décidé que c'était le modèle biomédical, biologique, qui serait la science. Et que oui, donc tout ce qui ne pouvait pas être objectivé, mesuré, ça serait de la charlatanerie, quackery. Euh, donc, tout ce qui allait prendre la partie, intégrer la partie émotionnelle, spirituelle, qui sont indissociables des cultures autochtones, de la pensée autochtone. Bah, voilà, donc c'est à partir de ce moment-là où
l'enseignement de l'ostéopathie, l'enseignement de l'homéopathie, l'enseignement de toutes ces thérapies euh, alternatives, ont été déclarées alternatives puisqu'il y avait ce modèle-là. Est-ce que ça a eu des impacts aussi sur la médecine traditionnelle amérindienne à ce moment-là? Ou... Um, la médecine amérindienne ne, n'accepte le, l'autorité n'accepte jamais la médecine amérindienne parce que euh, ces gens ont considéré primitif et il est pire d'être un Amérindien qu'un esclave, un esclave noir dans l'époque de Still. Et le respect n'existe jamais. Et euh, il continue avec le Flexner rappeur, la médecine amérindienne ont considéré euh, euh, il manque la valeur. Il est très primitif, les herbes sont mauvais, euh, la manipulation avec les mains sont mauvais, toutes les choses. Euh, et et c'est déjà le cas pour la plupart parce que euh, j'ai j'ai parlé avec l'audience conventionnelle sur la médecine amérindienne et ils n'acceptent pas la validité de cette méthode, de ces méthodes. Euh, et je pense que c'est plus euh, dur dans le temps, dans le parc de Still. C'est euh, c'est plus difficile pour Still peut-être de dire qu'il a à apprendre quelque chose de les gens autochtones parce que beaucoup de préjudices. Euh, C'est Est-ce qu'il un, a reçu les préjudices lui-même? c'est un podcast, on en a parlé dans un podcast avec Jason Exton, le directeur du musée de l'ostéopathie, qui nous a expliqué que tout ce qui était en rapport avec la période où Steele avait vécu mission Wakarusa avec les Shawnee, tout ça, ça a été jeté à la poubelle pour protéger la réputation de Steele. Euh, et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, et c'est pour ça que j'ai la chance de parler avec deux Américains ce soir, c'est que c'est peut-être encore le cas en fait, parce que, enfin, je sais pas, parce que d'un côté, moi je suis d'un naturel optimiste, donc je vois la médecine intégrative très développée aux États-Unis, mais je ne vis plus, ça fait 10 ans que je ne vis plus aux États-Unis. Donc, je ne sais pas dans la vie de tous les jours si c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors, la médecine intégrative, pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent aux États-Unis, c'est vraiment les données acquises de la science de la médecine moderne, occidentale, avec la sagesse des médecines traditionnelles autochtones. Alors, c'est très joli sur le papier, mais je voulais savoir si dans la vie réelle, pour des patients ou pour des praticiens comme toi, c'est facile à mettre en place ou pas. Pour les gens avec la monnaie, c'est facile parce que le gouvernement ne paye pas pour la médecine complémentaire, OK. euh, seulement pour la médecine conventionnelle. Et par exemple, je consulte avec le programme en médecine complémentaire de Andy Weil à l'Université d'Arizona. Et euh, pour la plupart, ils traitent seulement les gens avec la monnaie, les riches. Et je pense qu'il y a un peu différente ici en Maine, où j'habite, parce que l'ostéopathie est très populaire en Maine. Mais D'accord. même quand seulement 20%
d'ostéopathie, d'ostéopathe praxi l'ostéopathie. Pour la plupart, ils pratiquent la médecine conventionnelle, même en Maine. Mais il y a l'ostéopathie ici qui essayait de balancer le spirituel, le physique, l'émotionnel, la communauté, les choses comme ça. Et j'ai un bon ami, un co-auteur de notre article, Josie Conti, qui est la directrice d'un programme pour enseigner l'ostéopathie, l'ostéopathe qui a déjà un diplôme de médecine. Le programme, le post-graduate, on dit post-graduate en français. Et donc, il concentrait sur les choses comme ça, le spirituel, l'émotionnel, le physique, la communauté. Mais pour la plupart, ce n'est pas le cas dans la médecine conventionnelle. C'est difficile de pratiquer comme ça. Parce que l'institution veut avoir la visite vite pour gagner plus de monnaie et c'est toujours un problème pour les praticiens. C'est toujours un problème. Oui, pour les personnes qui nous regardent, qui sont en France, c'est aussi difficile En France, on a la sécurité sociale, tout est gratuit et on ne sait pas combien coûte un examen. Et moi, quand j'habitais aux États-Unis, il y avait également un choc de culture où et encore, je faisais partie des privilégiés en étant professeur dans une université, mais on avait des franchises comme pour des voitures. Et donc, c'est quelque chose culturellement qui est impensable en France et de pouvoir payer. Donc, je rajoute ça aussi pour dire que même pour la médecine conventionnelle, il y avait besoin de payer. Donc, pour sa santé aux États-Unis, il y a besoin de toute façon de payer et que effectivement, il y a des accès aux soins qui sont pour certaines catégories de la population moins faciles que pour d'autres. Et notamment les Amérindiens font partie des personnes les plus pauvres aux États-Unis, avec l'espérance de vie la plus faible, surtout dans certaines réserves. Comme j'ai vu à Pine Ridge, c'est effrayant en fait. Donc, ça, voilà, c'était pour recontextualiser aussi. Tu nous as parlé tout à l'heure des deux visions, comme Two-Eyed Seeing Program. Oui, oui. Comment est-ce que ça se passe euh, concrètement? Tu es tout seul avec les deux visions ou il y a deux praticiens? Comment ça se passe pour quelqu'un qui voudrait bénéficier donc de tes compétences en tant que médecin psychiatre et en même temps de ta vision native Cherokee? Je, je, je continuerai d'essayer de enseigner le médecin, le, le, les étudiants de médecine. Et je pense que c'est possible. Je suis un optimiste aussi. Je crois que ce sera possible d'intégrer les deux. Et je pense qu'il se passera avec les étudiants de maintenant. Quand, c'est euh, quand toute la médecine conventionnelle est morte, les étudiants peuvent contrôler la profession.
Et je pense que si nous enseignons les étudiants de maintenant, nous pourrions créer un futur différent. Et donc, euh, j'essaierai d'inspirer les étudiants de penser sur le spirituel et les choses comme ça aussi. Et euh, une chose que j'ai appris des anciens et le plus grand cadeau est les attentions et le regard de médecine. Le temps que nous prenons le patient euh, est plein de guérison. Mm. Et, et j'ai dit à les étudiants, euh, vous êtes le mieux médicament. Vous êtes un meilleur médicament que la pharmacie a. Et utilisez lui-même avec le patient. Euh, S'asseoir et écouter Mm. et témoigner la vie de la patiente. Et c'est la chose principale que les anciens, les guérisseurs traditionnels a fait. Ils écoutent sans jugement et sans interprétation. Ils juste sont présents. Et c'est un grand cadeau. Et je pense que la guérison commence avec les choses comme ça. Et Mm. les étudiants peuvent pratiquer cette méthode dans l'hôpital. Je crois reconnaître des concepts importants chez les Amérindiens de cette notion de cycle, de certes qu'il y a pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui naisse, l'ancien doit mourir, et cette notion aussi de transmettre, c'est-à-dire que peut-être effectivement euh, ces deux visions, on ne pourra pas forcément les faire comme on le voudrait nous, mais les étudiants, les collègues avec qui on interagit, voilà, ça peut germer dans leur tête et faire en sorte que les générations d'après puissent l'utiliser. La médecine moderne devient de plus en plus technique. On détecte des maladies de plus en plus tôt. On a fait des progrès énormes euh, pour ceux qui ont les moyens, qui ont la monnaie, comme tu l'as dit. Donc, je parle en Occident, mais ça répond pas à toutes les demandes de nos patients, toutes les pathologies fonctionnelles où la biologie est normale, mais les personnes sont en souffrance, les personnes sont en douleur. C'est là où, de toute façon, les patients vont aller chercher quelque chose de différent et on revient à, à des choses plus simples, plus naturelles sur l'observation de la nature, sur écouter l'histoire de son patient. Et ça, ben, on revient au point de départ de l'ostéopathie. Nous, c'est pour ça que, bon, on me dit que je suis un peu provocateur, mais nous, on parle de révolution parce que la révolution, c'est revenir au point de départ de l'ostéopathie avec un homme qui a combiné les connaissances médicales de son temps avec les sagesses amérindienne, entre autres, qui étaient là, en fait. Et donc, c'est vraiment cette vision interculturelle qu'on essaye, nous, en tout cas, de développer ici. Est-ce que c'est Oui, quelque chose qui qui est, qui se développe aussi aux États-Unis ou c'est pareil, c'est restreint sur un groupe de praticiens? Parce que je sais que tu donnes aussi des formations spécifiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est populaire euh, auprès de certaines catégories de professionnels ou... oui, je pense qu'il y a le praticien de médecine intégrative OK. qui fait les choses comme ça. Euh, le, le, la médecine qui a assisté le programme d'Université d'Arizona
il fonctionne plus comme ça. Mais je pense que Canada a fait le progrès le mieux parce que au Canada, il y a le centre pour la santé dans lequel on peut entrer et demander à voir le guérisseur traditionnel ou la médecine conventionnelle. Et il y a un centre en Toronto qui s'appelle le Centre pour la santé Anishinaabe. Et il y a aussi un centre comme ça en Winnipeg et aussi en Thunder Bay et aussi en Vancouver. Et il intégrait les deux. Et Santé Canada payait pour les deux. Et c'est remarquable, incroyable même. Euh, et, il provient un rayon d'espoir pour moi parce qu'il indiquait que c'est possible de transformer la culture de médecine. Et euh, pour la plupart, euh, je peux intégrer euh, quelque chose avec mon praxis privé et je vois les gens pauvres, mais mon praxis privé est petite parce que je ne peux pas gagner beaucoup de monnaie avec le médecine concierge avec le pauvre. Hmm. Et, mais je peux faire les choses que j'aime dans cet environ. Et c'est important à moi de faire quelque chose, même les choses sont petites dans la grande vue de le monde. Mais je continuerai d'écrire et enseigner et comme toi, comme vous, et peut-être nous pourrions changer le monde un mot par un mot. Et c'est un vaste programme. Tu vas venir en France dans pas longtemps, au mois de novembre. Alors, par un hasard, je ne savais pas, mais que le mois de novembre aux États-Unis, c'est le Native American Heritage Month. C'est le mois sur l'héritage des natifs américains. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je sais que, voilà, en tout cas, tu seras en France dans pas longtemps pour enseigner pendant 2 jours dans une école d'ostéopathie. Est-ce que on va peut-être donner la parole à Ronald parce que pour le remercier d'abord de nous avoir mis en relation, parce que je crois que c'est grâce à Ronald que tu vas intervenir dans une école d'ostéopathie, parler à des ostéopathes. Et donc peut-être, Ronald, comment est-ce que tu as rendu ça possible sur le fait que tu crois que tu connaissais déjà Lewis auparavant et comment tu as pensé que ça pouvait intéresser son travail, euh, son, ses qualités d'être humain, comment ça pouvait intéresser spécifiquement des ostéopathes? Le genèse du projet est très ancien. Ça a commencé dans ma première année d'apprentissage d'ostéopathie où j'ai lu l'autobiographie du fondateur de l'ostéopathie. Euh, et c'est pas dans son autobiographie, c'est dans un autre livre qui s'appelle La philosophie et les principes mécaniques de l'ostéopathie, où quasiment la première phrase, et c'est peut-être même la première phrase, s'il écrit dans ce livre, je ne citerai aucun auteur sauf Dieu et l'expérience. Au niveau aujourd'hui, dans evidence-based medicine, où tout doit être documenté, tout doit être validé et justifié, on est assez déconcerté. Et donc, je me suis dit, comment
je vais apprendre cette discipline d'ostéopathie si je ne sais même pas comment le fondateur l'a créé. Et donc, j'ai lu son autobiographie que j'ai ici dans la main et je suis tombé sur 2 demi-pages où il parle de son expérience dans la mission Wakarusa en 1853, bien avant qu'il a découvert l'ostéopathie. Et euh, je me suis dit, voilà, c'est peut-être le chaînon manquant, le missing link, qui va pouvoir nous parler des origines de l'ostéopathie. Mais il y a, comme je dis, il y a 2 demi-pages. Pour un scientifique, pour un chercheur historique, il y a très peu de faits. Et donc, j'avoue que j'ai laissé cette idée d'explorer cette voie-là dans un arrière-plan pendant très longtemps, jusqu'à ce que toi, Raphaël, tu es revenu des États-Unis, du Pérou, et tu as publié ton premier article où tu nous as exposé que Steele avait été influencé par le chamanisme amérindien. Et, et si vous vous rappelez, j'ai fait partie de ton tout premier stage et j'étais très, très intéressé par ça. Mais comme je viens de dire, on ne peut pas le valider avec, avec les faits qu'on a à notre disposition. Ça reste à le niveau d'une idée, une opinion personnelle, voire une croyance. Et je voulais aller au-delà. Mais comme vous avez dit, vu le contexte social de l'époque de Steele, euh, peut-être s'il avait été influencé par les Indiens, il était dans l'impossibilité d'en parler. Parce que moi, je me suis toujours dit, pourquoi il ne parle pas de ça? Il a écrit 4 livres. Il y a à peine une page où il parle des Indiens. Et quand on regarde l'histoire, Steele a développé l'ostéopathie exactement à l'époque de ce qu'on appelle aux États-Unis la guerre des Indiens. Il a inventé l'ostéopathie en 1874 et 2 années après, il y avait la fameuse bataille Little Bighorn. C'était le grande victoire des Indiens sur l'armée américaine qui a bouleversé les esprits américains à l'époque. Et puis, Steele a créé son première école de l'ostéopathie en 1892, que 2 ans après la dernière massacre de l'armée américaine envers les Amérindiens à Wounded Knee. Et donc, on est dans un contexte où Steele ne pouvait pas se réclamer des Indiens, si c'était le cas. Et puis, par la suite, avec les Indiens sont passés des êtres sauvages, primitifs, sanguinaires. De jour au lendemain, ils sont devenus les clowns. Et on voit que les Indiens, même prestigieux comme Sitting Bull, participaient à Buffalo Bill Wild West Show. Et les Indiens sont passés à des bêtes sauvages, à des clowns. Et encore une fois, comment est-ce que Steele aurait pu se réclamer d'un peuple dont on méprisait? Et donc, je me suis dit, comment je vais pouvoir documenter, comment je vais aller plus loin de ce que, Raphaël, tu nous as proposé il y a déjà 5 ans. Et puis là, j'ai découvert l'existence de Louis. J'ai trouvé ses traces sur l'Internet. J'ai suivi quelques stages qu'il faisait euh, en webinaire pendant le Covid. Et puis, j'ai découvert que Louis vient en France déjà depuis
lui, ça doit faire au moins 15 ans que tu viens en France, je pense. C'est pas Oui, ça? Oui. Et donc, j'ai découvert où y aller et je me suis dit, je vais aller voir. Et donc, je suis allé suivre un premier stage avec Louis, mais j'étais, mon idée, c'était aller infiltrer son groupe pour essayer d'épier et voir ce qui se passait. Et donc, la première année, j'ai observé ce qui se passait. La deuxième année, je me suis observé en tant que participant dans son stage pour voir ce que ça me faisait. Et puis cette année, c'était la troisième année que je faisais le stage avec Louis. Et là, réellement, j'ai participé et j'ai vécu des choses très importantes. Et je me suis dit, maintenant, on a besoin que quelqu'un vienne nous parler de cette éventualité que Steele avait été influencé par les Amérindiens, de quelqu'un qui fait partie de cette culture. Et voilà pourquoi je tenais tellement à vous faire rencontrer l'un l'autre. Raphaël, dans ton dernier article, tu as écrit dans Healthcare Magazine un article très intéressant où tu te poses sur une perspective anthropologique. Et Louis, tu as écrit un article dernièrement qui s'appelle Indigenous Origins of Osteopathy. Et toi, tu te bases sur une approche que tu appelles auto-ethnographique. Et voilà, on n'a pas de document qui va nous confirmer que Steele a été euh, influencé par les Amérindiens. Donc, il faut contextualiser. Et je pense que tous les deux, vous avez des approches qui vont nous aider, nous, la communauté ostéopathique, à donner du sens à cette histoire ostéopathique et nous aider justement dans cette démarche intégrative. Et voilà un petit peu la genèse de cette rencontre. Et je pense la, la continuation d'une une aventure qui va continuer à progresser avec Louis qui vient à la fin du mois. Il y a effectivement, Raphaël, vous avez dit, le stage est déjà complet. Il y a même une liste d'attente. On aurait peut-être pu faire 2 stages, mais on verra ça pour une autre fois. Et je pense que c'est très important qu'on expose à d'autres ostéopathes ces idées, puisque j'ai dit, et j'espère que je ne vais pas vous choquer ni l'un ni l'autre, vous avez chacun une opinion qui frise une croyance, et pour que cette opinion, cette croyance devienne euh, un savoir, il faut qu'on le confronte à la communauté et il faudrait que les ostéopathes le valident. Et voilà oui. le projet. Et je pense que si je peux influencer Ron, les gens autochtones de Wakarusa Mission peuvent influencer Still. Merci Ronald pour effectivement ce partage et pour avoir permis d'échanger. Moi, je suis un scientifique à la base. Moi, euh, quand j'étais à Kirksville, j'étais en tant que scientifique. J'étais à Leti Steel Research Institute et je suis retourné 10 ans après. C'était pour quelque chose de complètement différent. Et quand je suis retourné au musée de l'ostéopathie, il y avait une aile différente et donc avec l'interaction de style avec les Amérindiens, avec différents tapis sur lesquels il travaillait, il soignait ses patients avec différentes herbes, ses sacs, etc. Donc,
je comprends qu'on puisse l'interpréter comme une croyance. C'est simplement une culture qui est différente et c'est une culture de tradition orale. Euh, de ce que j'ai compris. En tout cas, au Pérou, les chamanismes péruviens, c'est une culture de tradition orale. Il n'y a pas de livre pour expliquer comment on utilise les plantes, comment on soigne quelqu'un. On va à chaque fois rentrer dans des états avec certaines plantes pour aller soigner les gens. Donc, les preuves que tu pourrais attendre, ce sont plutôt des méthodologies d'anthropologues. Les anthropologues sont des Occidentaux qui vont vivre, habiter, partager le quotidien pour comprendre comment vivent d'autres peuples. Et il y a des anthropologues qui euh, reviennent et qui, avec des méthodologies bien précises et qui publient des articles, dont David Dupuis, avec qui on a écrit le dernier article. Donc, et par exemple, si je vois le tapis de style, c'est un tapis Navarro sur lequel il soignait ses patients. Moi, quand j'ai demandé au musée à quoi servait ce tapis, on m'a dit, bah, en fait, il travaillait sur une table en bois, c'était pas confortable pour les patients et ça permettait que ce soit plus confortable pour les patients. Maintenant, je connais pas la culture, mais je reconnais beaucoup de symboles sur ce tapis. Et expliquer maintenant, par exemple, à des gens qui ne connaissent pas cette culture à quoi correspondent ces symboles, c'est complètement hors du contexte. Donc, c'est une information, pour reprendre on raconterait une histoire qui ne pourrait pas être entendue par des gens qui ne connaissent pas cette culture. Donc, ça serait donner des preuves, donner des informations qui ne peuvent pas être entendues pour l'instant. Et les personnes qui les comprennent, qui les entendent, bah, y a pas besoin d'avoir plus d'explications que ce que l'on a déjà. Donc, c'est ça ma vision. Donc, Ronald, pour répondre à ta question, il faut bien distinguer, en tout cas dans mon esprit, la partie historique. La partie historique, c'est simplement montrer qu'il y a eu un lien entre la médecine occidentale et la médecine indigène autochtone dès le début de l'ostéopathie. Et que dès le début de l'ostéopathie, il y a eu une bagarre entre ostéopathes pour dire ceux qui étaient plus en accord avec la médecine occidentale, ils se sont dirigés vers une certaine branche, et ceux qui étaient beaucoup plus sensibles aux approches autochtones se sont dirigés vers d'autres branches. Donc, ce sont des compréhensions différentes du corps. Et ça, pour moi, c'est une richesse de cette profession, de pouvoir avoir des, beaucoup de praticiens qui peuvent prendre en charge des patients vraiment différents. Et quand on parle d'evidence-based medicine, souvent les personnes qui en parlent ne savent pas forcément ce que c'est. Euh, Ces trois piliers, oui, il y a la science, mais il y a aussi les attentes et les valeurs des patients, et les attentes et les valeurs des patients qui ont des croyances socioculturelles indigènes, c'est pas les mêmes que ceux qui ont des croyances socioculturelles occidentales. Et là, si je voulais te provoquer aussi, Ronald, je pourrais dire que, en tout cas, dans mon vécu personnel, c'est que il y a toujours une croyance socioculturelle qui se met au-dessus des autres et qui dit ça, c'est en dessous de la mienne. Et moi, la seule chose que l'on fait avec nos articles, c'est dire en fonction du contexte, il y en a d'autres qui peuvent être mieux que les autres. Donc, c'est pas c'est un podcast qu'on a fait avec Emiliano Castel où on a parlé de colonialisme en santé, de pensée coloniale, c'est-à-dire cette croyance de faire qu'il y a un seul système qui sera le mieux pour tous les praticiens, pour tous les patients, dans tous les endroits de la planète en même temps. Ça ne marche pas. D'accord? Donc, c'est pour ça il y a ces approches intégratives et je suis très heureux que Lewis vienne parmi nous. Alors, moi, je suis pas là parce qu'on m'a invité le même jour dans un autre endroit. Donc, c'est pour ça que
Mais je vais faire en sorte de passer à Lyon pour au moins te donner le tabac que je viens de te montrer. Ah, très bien, très bien. Merci. Ça répond à ta question, à tes interrogations, Ronald, parce que je sais que, bon, on se connaît bien et que tu me taquines et que ce que tu évoques, le fait que ce que l'on parle, ce dont on parle, c'est juste une croyance parce qu'on ne peut pas le montrer. Il y en a d'autres qui le font de manière plus agressive. Mais la réponse, pour moi, est la même. C'est Mais ce qui était important, ce qui est en train de se passer ce soir, et j'espère lors du stage à la fin du mois et dans le futur, c'est que euh, si j'ai bien compris dans la démarche scientifique, on a une idée l'idée a ses origines, mais après, il faut mettre ces idées à l'épreuve. Et justement, euh, votre démarche, vos démarches, le tien qui est, Raphaël, qui est anthropologique, et Louis qui est auto-ethnographique, euh, quand vous allez pouvoir expliquer ça à des ostéopathes qui sont réfractaires pour l'instant, ils vont voir que c'est une démarche qui est réellement logique et rationnelle. Et ils vont pouvoir essayer de faire le même réflexion. C'est toute, toute théorie scientifique doit être reproductible. Il doit pouvoir être refuté. Il doit au moins résister à la réfutation. Et voilà ce qu'on va espérer de faire à la fin du mois. Que les ostéopathes euh, vont recevoir cet enseignement et vont peut-être le challenger, mais ils vont peut-être le mettre à l'épreuve. Et si il ne arrive pas à le refuter, peut-être un jour, comme dit Louis, peut-être ces idées vont devenir une véritable connaissance, un véritable savoir. Et là, on va pouvoir vraiment enrichir notre ostéopathie et on va pouvoir réaliser cette médecine intégrative. tu as tout à fait raison. Et, et il faut bien distinguer quand on parle de... C'est pour ça cette approche anthropologique, c'est surtout l'anthropologie de la maladie et la différence entre illness et disease. Parce que nous, on se place plus sur la partie illness, c'est-à-dire quelle est l'expérience, quel est le vécu des praticiens. Et c'est ce qui se passe en fait dans toutes les consultations en ostéopathie. Et donc, pour mesurer ça, maintenant, on a des outils qualitatifs. On a donc des interrogatoires, des entretiens, on a des questionnaires qui vont permettre de décrire différemment ce qui est vécu pendant une consultation d'ostéopathie. Donc, ce n'est pas la même science que la biologie, de mesurer quelque chose avant, après, des études quantitative avec ça, c'était de l'ostéopathie ou des thérapies manuelles d'il y a 30 ans, 40 ans. On regardait qu'est-ce que ça changeait comme réflexe, qu'est-ce que ça changeait comme amplitude. On n'est plus là-dedans, on est maintenant focalisé sur la personne et on se rapproche plus de cette partie intégrative à tel point que nous, voilà, nous, on s'appelle BMS Formation. BMS, c'est Body, Mind, Spirit. C'est un principe de l'ostéopathie qui a été réintroduit aux États-Unis en 2002 et qui n'est pas encore défini, qui n'est pas encore expliqué. Il y a eu le mois dernier un congrès à Kirksville sur ce thème du body, mind, spirit. Donc, les ostéopathes commencent à s'en occuper maintenant. Et donc, le fait qu'il y ait des principes occidentaux que tout le monde connaît et un principe qui est issu des... Ils l'ont réintroduit, ils le gardent, c'est encore là aujourd'hui. Pour moi, qui suis très optimiste, comme toi, Ronald, et comme toi, Lewis, ça montre que
la porte est ouverte pour explorer des approches intégratives où on peut inclure la dimension existentielle en santé, ce qui ne se fait pas dans la médecine occidentale, sauf en fin de vie, dans les soins palliatifs, où c'est très bien décrit. Mais ça se fait tout le temps et on se rapproche de ce que nous disait Lewis au tout début de notre entretien, c'est-à-dire que tout se sait dans la communauté et que voilà, avoir quelqu'un de sa famille, l'influence de sa famille, l'influence de ses émotions, l'influence de notre environnement, ça a autant d'importance que la partie strictement physique. Donc, mais voilà, notre travail, il a commencé, nous, il y a seulement 5 ans, et on a juste simplement connecté les choses. OK? Oui. À connecter la partie historique, anthropologique, scientifique. Ensuite, tu as raison, Ronald, il faut le tester sur des patients. Il faut faire des études cliniques. Et ça, bah ça, ce sera, si j'ai le temps, je le ferai. Sinon, bah, ça sera la génération d'après. Hein. C'est pas un problème. Mhm. Et je pense que c'est la chose, ça va dire, still, quand on dit, on doit regarder les choses avec les yeux indiens. C'est le body, spirit, le cœur, l'esprit et les émotions et les choses comme ça. Et je pense aussi, je sais que nous devrions terminer tout à coup, mais une chose plus, je pense euh, on peut utiliser le concept de l'expérience vivée dans le sens de Merleau-Ponty et phénoménologie pour la consultation ostéopathique. Par exemple, c'est la bonne donnée, le sentiment que j'ai ressenti dans mon cœur pendant que j'ai placé mes mains dans le cœur d'un autre. C'est bonne donnée. Et on doit examiner toute l'expérience vivée en process de consulter avec une patiente. Et je pense que c'est la chose que Still va dire avec le regard indien. Hmm. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a aujourd'hui un questionnaire validé qui s'appelle le PPMO, Perception Measure Osteopathy, qui est un questionnaire avec une dizaine de questions qui permet justement de mesurer cette expérience-là. Donc, tu nous parles de la vision indienne de style, mais pour répondre à Ronald qui veut plus comment on traduit ça dans notre langage d'aujourd'hui, un langage scientifique qui soit compréhensible pour les autres praticiens et puis qui puisse être compris par plus d'ostéopathes qui ne connaissent pas cette culture, eh ben, tout est là pour commencer voilà, à réfléchir sur des choses beaucoup plus cliniques, pour collecter des données qui permettront d'avoir effectivement des meilleurs niveaux de preuve et de donner plus de force à ce message intégratif. Mm. Je crois qu'on arrive à la fin de cet échange. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à tous les deux. Est-ce que, Ronald, tu aurais un dernier mot? Et puis, pareil, Lewis, je vais vous laisser conclure. Ronald, tu as quelque chose à nous dire? Merci encore hein, de m'avoir présenté à Lewis. Et puis, merci à Lewis pour la gentillesse d'avoir fait cet échange en français. Euh, Je veux juste vous remercier tous les deux d'avoir accepté de vous rencontrer. J'ai toujours cru que vous avez plein de choses à dire, que vous travaillez sur les mêmes sujets avec un léger angle différent. Vous gravez la même montagne, mais pas la même face de cette montagne. Et je trouve que c'est très beau ce que vous faites tous les deux.
Et évidemment, si tu viens à Lyon, Raphaël, quand Louis est là, on ferait un plaisir de se voir tout le monde. Et Louis, bah, on t'attend avec impatience. Comme Raphaël a dit, le stage est complet. Il y a une liste d'attente. Et il y a plein de gens qui ont très, très envie de te rencontrer. Je crois qu'on va passer un bon moment. Mm. Mais on va te titiller un petit peu. On veut bien te mettre à l'épreuve, Louis. Un dernier mot Avec à plaisir. moi. Avec plaisir. On ne doit pas remuer le grand mystère de le processus de guérison. Ah, L'espace pour la science et le grand mystère, les deux. Merci beaucoup pour cette parole pleine de sagesse, vraiment sur ce contexte culturel amérindien. J'espère vraiment que nos auditeurs auront l'envie de connaître un petit peu plus. Lewis, tu nous mettras les liens pour tes livres, pour tes stages, sur ton site internet, pour les personnes qui veulent savoir plus d'informations sur ton travail spécifique et qui pourront pas se rendre à Lyon ce mois, mais probablement à d'autres moments. Merci encore Ronald, merci encore Lewis pour votre temps et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. merci. Au revoir. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed your chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it, and see you soon.